à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce jeudi 14 novembre, la reprise des négociations sur les futures conditions de travail du personnel communal de Nyon. Ensuite, une page verte avec d'un côté le prix du développement durable de la ville de Nyon et de l'autre le label Cité de l'énergie pour Prangin. Enfin, on terminera avec une page de sport avec l'association Surfbike. Ce lundi à 10h10, 100 000 écoliers et enseignants vaudois ont ouvert un livre pour l'opération Le bruit des pages, une mobilisation qui avait lieu simultanément dans les 93 établissements scolaires du canton et menée par la conseillère d'État Cézla Amarel. Alors le bruit des pages, c'est une opération qu'on peut faire dans les établissements ou dans certaines classes. Et puis l'idée, c'est de prendre un moment de 5 à 15 minutes environ pour se donner une respiration pendant la journée et lire un livre qu'on aime. Et donc ça apprend le goût de la lecture aux élèves. Pourquoi avoir choisi cette école nyonnaise pour lancer cette opération ? On a franchement tout de suite pensé à Nyon parce que c'est une bibliothèque qui est très généreuse et puis parce que Nyon, on a plein de développement avec justement, on n'arrête pas d'inaugurer des établissements dans cette région. Elle est très dynamique et je pense que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vient ici. Pascal Morand, vous êtes la directrice de cet établissement. Vous ressentez un déficit de lecture parmi les élèves qui fréquentent votre établissement ? Oui, bien sûr, c'est un défi. La lecture, c'est une compétence transversale, donc il y a beaucoup d'accent qui est mis sur toutes sortes de formes de motivation et d'encouragement à la pratique de la lecture. Donc c'est essentiel. Aujourd'hui, 100 000 personnes dans à peu près la centaine d'établissements scolaires que compte le canton de Vaud se sont mis à la lecture à 10h10. Alors, bien sûr, des classiques, mais la lecture, finalement, ça concerne tous les supports. Oui, tout à fait. C'est très important de dire ça, surtout aux adolescents. C'est-à-dire qu'on privilégie toutes les lectures, ce qu'on appelle la lecture multimodale. Ça peut être de la BD, ça peut être des journaux, puisqu'on sait que les adolescents sont très intéressés par l'actualité. Ça peut être aussi des sites Internet. Tout ce qui est lecture doit être privilégié parce que c'est vrai que c'est un âge où il y a un petit déficit de lecture à ce moment-là. On se tourne plutôt vers les réseaux sociaux ou bien vers les jeux vidéo. Et là, c'est important de redire à quel point c'est important la lecture comme facteur d'émancipation à la fois sociale, relationnelle, professionnelle. Ça ouvre les yeux, ça fait ouvrir les yeux, les horizons. Donc c'est très important de faire en sorte que tout le monde puisse lire, quel que soit le support. Sans lecture, pas d'insertion dans la société. Quand on sort sans savoir lire, on péjore son parcours professionnel, voire d'apprentissage aussi. Oui, bien sûr. Moi, je vais peut-être m'exprimer en nom d'une directrice d'une école primaire, c'est-à-dire que les élèves que nous accueillons ici sont des élèves de l'âge de 4 ans à 12 ans. Donc notre travail aussi, c'est de faire en sorte que les élèves acquièrent les bonnes bases de lecture. Et donc chez les petits, il y a aussi toutes sortes de démarches d'incitation et de repérage des difficultés d'entrée dans la lecture-écriture que nous mettons en place. Alors vous avez choisi Jack London pour cette journée spéciale. Pourquoi ? Mais parce que Jack London, moi, ça m'a ouvert un certain goût de l'aventure. C'est l'histoire d'un chien qui est d'abord très ami avec les humains, puis qui devient chien de traîneau avec justement toutes les difficultés de l'attelage en Alaska et dans le Grand Nord. Puis Jack London, c'est un immense auteur de la littérature, pas que jeunesse, mais de la littérature tout court. Et puis c'est vrai que c'est un monument qui m'a beaucoup apporté pendant justement mes années entre, je dirais, 12 et 15 ans. Et c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai repris. J'ai beaucoup de peine à aller choisir un livre dans une bibliothèque, donc je fais partie d'un groupe d'amis qui nous proposons un livre par mois et qu'on fait tourner comme ça. Donc c'était un livre qui s'appelle La Fissure et c'est un roman. Mais à l'ère du numérique et alors que le canton s'est donné pour mission de sauver la lecture, qu'en pensent les principaux intéressés ? Florian Cavalieri leur a donné la parole. Je lis Le Manoir. C'est l'histoire d'un garçon qui a un cancer. Je lis L'arrêt du cœur. Le livre, il parle où il y a un enfant. Il avait quelqu'un dans son immeuble qu'il aimait bien. C'était une adulte qui est morte. Dis donc, c'est pas très gai ton histoire. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que vous lisez ? La fiesta de Mamie Pomerol. Victor tombe dedans sur l'île au trésor. Moi, j'ai un sac de billes. Et toi ? La guerre des clans hors série. Alors, un sac de billes, c'est un grand classique. Pourquoi tu l'as choisi ?
J'aime bien tout ce qui parle de la guerre et voilà. Moi j'aime bien ce livre parce que j'aime bien tout, les séries de la guerre des clans. Et j'ai choisi ce livre parce que c'est un livre qui m'avait bien plu, du coup je voulais le relire. Et vous avez choisi quoi comme livre? Alors moi, je suis une grande fan de Mary Higgins Clark depuis qu'elle écrit, en fin de compte. Il n'y a pas que les enfants qui lisent alors pendant ces pauses. Non, les adultes aussi. C'est un monde merveilleux, la lecture, donc c'est bien d'avoir un peu de temps pour pouvoir en profiter. Comment il est le rapport entre les enfants et la lecture? Alors ça dépend des enfants. Il y en a qui vont lire, qui vont dévorer des livres, et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Pourquoi vous avez choisi ces livres? C'est le pré-chrono, c'est ce qu'on fait en classe. En fait, on doit lire 5 livres et à la fin, on doit en choisir un. Et puis, on va rencontrer l'auteur et il va gagner un prix. Et on pourra peut-être prendre son dernier livre ou faire des foot avec lui et le rencontrer. C'est un challenge pour une enseignante d'arriver à leur donner ce goût qu'on a, nous aussi, et qu'on a envie de transmettre. Donc on essaye de trouver des projets qui peuvent leur plaire. Voilà. C'est important de lire pour toi? Oui, mais j'aime pas trop lire, mais c'est assez important. Tu lis chez toi? De temps en temps, quand j'ai rien à faire, oui, je lis. Et comment tu choisis tes livres? Je sais pas. Je prends des livres qu'il y a dans mon armoire et je les lis. C'est important des actions comme aujourd'hui, de lire à heure fixe. Alors moi je trouve ça intéressant. J'avais vu le reportage sur France 3 qui était paru il y a 2 ans de ça. Et je suis très contente que ça soit aussi possible dans le canton de Vaud. Donc je pense qu'on va poursuivre et les enfants à qui j'ai montré ce reportage la semaine dernière étaient très favorables à ça. Donc je pense que ça va suivre son cours. Bonne lecture. Merci beaucoup. Gland va agrandir son patrimoine bâti. Jeudi dernier, le conseil communal a accepté la proposition municipale d'acheter ce bâtiment dans le futur quartier de La Comba. La commune déboursera un peu plus de 5,6 millions de francs pour se porter acquéreur de cet immeuble, comprenant plusieurs appartements ainsi qu'une crèche de 44 places sur 2 niveaux. En acceptant de nous accorder un crédit pour que nous puissions acquérir un bâtiment qui sera ici à La Comba, qui donc n'est pas encore construit, qui devra être construit prochainement, dont le but est d'accueillir principalement une crèche, et puis en dessus de cette crèche, nous aurons un étage avec 3 ou 4 appartements. La commission technique souhaitait tout de même introduire un amendement et ça concerne la salle de quartier. Oui, en effet, la commission technique suivait finalement notre préavis qui visait à faire en sorte que la salle de quartier ne se fasse pas dans cette première étape comme le demande pour l'instant le règlement de PPA qui avait été fait dans ce sens par le conseil communal. Nous avons dit qu'il vaudrait mieux la faire dans la deuxième étape parce que pour l'instant nous n'avons pas les bâtiments qui se construisent ne sont pas opportuns pour accueillir une telle salle de quartier. Ça serait donc pas cohérent de le faire maintenant. Il faut une salle de quartier qui soit au rez-de-chaussée vers une place et ça se fera dans une deuxième étape. Et la commission technique était d'accord de nous suivre là-dessus. Par contre, l'amendement, lui, n'était pas recevable parce qu'il faudrait modifier un règlement de PPA. Or, on ne peut pas le faire dans le cadre de ce préavis-là. Du côté de la COFIN, évidemment, on demande que ce soit fait en temps et en argent. Oui, alors ça c'est toujours le cas. Encore aujourd'hui, j'ai bouclé 6 crédits qui étaient donc des anciens préavis où à chaque fois on dépense moins que ce qui nous est alloué. Et donc là, je pense que comme d'habitude, il n'y aura absolument aucun souci. On respectera évidemment le plafond que nous avons pour dépenser comme dans un budget, comme pour tous les préavis. Nous sommes tenus par ce que nous donne le conseil communal et ce sera le cas comme toujours, sauf surprise. Et à ce moment-là, on joue toujours la transparence. On fait soit des demandes de budget complémentaires quand c'est le budget, soit des préavis complémentaires si nous avons un problème sur le préavis, ce qui est toujours possible, c'est vrai, avec une construction qui n'est pas opérée par nous. Il y a donc encore un recours contre ce projet. Il concerne en fait un carrefour avec feu sur l'avenue du Mont-Blanc. Oui, il concerne les problèmes de mobilité en général, je dirais, qui ont été étudiés. Le carrefour avec des feux à l'avenue Mont-Blanc fait peur, c'est normal. Il n'y en a pas encore à Gland, sauf celui de l'autoroute qui, à mon sens, est d'ailleurs pas très bien réglé, mais ce n'est pas malheureusement nous qui nous en chargeons. Donc, ce qui fait que c'est vrai que ça crée parfois des problèmes. Normalement, un carrefour avec des feux, si c'est bien réglé, eh bien, ça fonctionne bien. Il y a eu des modèles qui ont été faits. On a vu ces modèles par les experts en la matière. Et ça devrait permettre au contraire, justement, de fluidifier la mobilité à cet endroit-là, sachant qu'effectivement, le trafic va encore largement augmenter avec ce quartier, puis aussi avec l'extension prévue de Suisse-Côte.
À une voix près, Nyon a validé la création d'un poste de délégué au logement. Lundi, lors du dernier conseil communal, le vote était très serré avec 35 non, 35 oui et 6 abstentions. C'est la voix décisive du président du législatif Blaise Roja du parti indépendant nyonnais qui a fait passer la demande du côté de l'exécutif. La ville va pouvoir engager une personne qui, chaque jour de la semaine, va pouvoir s'occuper d'une question qui préoccupe, je crois, plus d'un Nyonnais, le logement. Il va se mettre en contact avec les régies, avec les propriétaires d'immeubles pour les accompagner sur les questions de rénovation. Il va se mettre aussi en contact avec les personnes qui désirent construire à Nyon pour travailler et étudier le nombre d'appartements à loyer abordable ou modéré qui peut être fait. Il a de nombreux stages qu'il va pouvoir faire en ville de Nyon. La création de ce poste a été très compliquée. Le vote au Conseil s'est soldé par une égalité parfaite, 35-35 entre la gauche et la droite. Et c'est le président du Conseil, chose surprenante, qui a fait balancer le vote en votre faveur. Oui, c'est effectivement rare, mais je crois que ça reflète cette année de discussion. Ça fait plus d'une année que le préavis avait été déposé. On a attendu longuement ce rapport. Discussion en commission assez tendue et puis en rapport positif, mais une droite qui refuse néanmoins de voter ce préavis. Alors un grand merci au président qui a accepté ce poste de délégué, la politique du logement de la ville de Nyon. C'était un préavis très compliqué, une année de commission avec un débat en commission difficile. C'était absolument pas gagné d'avance. Ce soir, c'est juste une démonstration qu'en finalité, on voit que le centre droit a aussi un mot à dire là-dessus. C'est une volonté de rappeler à la municipalité qu'on veut des économies, on veut qu'on ait une meilleure manière de prioriser les différents investissements. Aujourd'hui, cette situation, elle reste d'actualité. Malheureusement, la Commission a rendu un rapport sur un agenda de calendrier qui fait qu'aujourd'hui, encore plus que hier, cette thématique reste une thématique centrale. Le logement, thématique centrale, tant pour la gauche que pour la droite finalement. Oui, c'est une thématique qui reste de l'ensemble du conseil communal, tout parti confondu. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous avons des difficultés financières, il faut prendre des mesures, il faut faire des choix. Ces choix, ce n'est pas forcément d'engager un EPT supplémentaire, ça peut être aussi un choix d'avoir des départs naturels, de récupérer ces EPT, de voir une volonté municipale de s'équilibrer entre eux en se disant voilà, j'ai un service, j'ai une place vacante, je prends ce poste. Enfin, il y a d'autres alternatives. En bref, le vote sur le futur quartier de La Ceuta est fixé au 9 février. Les Nyonnais voteront pour ou contre le plan d'affectation du dit quartier et mettront ainsi fin à un référendum qui aura passablement agité la sphère politique. Toujours à Nyon, lors de la dernière assemblée du personnel, les collaborateurs de la ville ont décidé par un vote interne de donner mandat au SSP pour le représenter dans les négociations sur les futures conditions de travail du personnel communal. Comme en 2016, c'est Laetitia Pizzolato, déléguée syndicale du SSP, qui représentera les collaborateurs auprès des autorités. Laetitia Pizzolato, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un long dossier qui date de 2015. Donc, pour rappel, après une première démarche en 2009, une commission paritaire composée de représentants de la municipalité, du SSP et de la commission du personnel travaille plusieurs mois sur des nouveaux statuts du personnel de la ville, car il date de 1965. En juillet 2015, à la suite d'une réorientation voulue par la municipalité d'établir un nouveau règlement et non plus de réviser les statuts, les négociations ont rompu aujourd'hui, plus précisément le 4 novembre, dernière assemblée du personnel. Laetitia Pizzolato, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans le cadre de cette assemblée générale du personnel, donc tout le personnel de la ville a été invité à y participer et le personnel a décidé de donner mandat au SSP de le représenter une nouvelle fois dans les négociations avec la municipalité. Donc, on est très heureux et heureuse de la confiance qui nous a été témoignée et on est prêt à entrer dans ces négociations. Un vote qui était assez clair, environ sur 200 personnes, 131 oui, 53 non. Une assemblée pourtant extraordinaire. Qui c'est qui a convoqué cette assemblée ? Alors, l'assemblée a été convoquée par la commission du personnel qui avait été jusque-là interpellée par la municipalité pour entrer dans les négociations.
L'ACP a fait le constat qu'après 1 année et demie à tenter d'interpeller ou de travailler avec la municipalité, elle n'y parvenait pas. Donc l'ACP a convoqué cet AG. Elle a elle-même, à la majorité de ses membres, proposé au personnel, en expliquant pourquoi, proposé au personnel de confier ce mandat au SSP une nouvelle fois, de travailler finalement avec un acteur, le SSP, mais qui a derrière lui maintenant la totalité du personnel qui sera bien entendu consulté. Pourtant, vous avez pu rencontrer le municipal en charge du dossier, Vincent Hacker. Qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion? Alors, on a rencontré donc M. Hacker et M. Todd, le chef de service des ressources humaines, quelques semaines avant cette assemblée générale. Il s'agissait là, donc c'est une séance qui s'est très bien passée, on a pu être rassurés sur le cadre qui serait donné à ces négociations. Ce qui était important pour nous, c'est d'éviter finalement ce qui s'est passé il y a quelques années, à savoir 18 mois de longues négociations, mais qui se sont formellement bien passées. Et lorsqu'on est à bout touchant finalement, où les partenaires autour de la table nous indiquent que le projet est complètement retiré, que la municipalité a choisi de prendre une autre direction. Donc nous, notre intérêt, c'était d'expliquer la structure qu'on souhaitait donner au dispositif de négociation, à savoir la possibilité pour nous d'être en contact permanent avec le personnel via des délégués dans chaque service, parce que le SSP, c'est pas moi ou c'est pas un secrétariat à Lausanne, c'est avant tout le personnel qui s'exprime. Et on souhaitait surtout s'assurer que les personnes qui seraient autour de la table seraient légitimes du côté de la municipalité et que lorsqu'on arriverait à bout touchant d'un projet qui serait finalement un projet consensuel entre l'employeur et les employés, que ce projet serait validé cette fois-ci. Concrètement, le point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est de passer finalement d'un statut à un règlement. Oui, alors c'est effectivement une question assez complexe qu'on doit préciser, parce que je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde. Ce qu'on souhaite au-delà du terme, c'est de garantir que les principes de droit public sont respectés dans la gestion du personnel. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est simplement de dire que lorsque la municipalité employeur pose une décision qui ne serait pas légale, qui ne respecterait pas ces principes administratifs, cette décision est susceptible d'être annulée et non pas renvoyée auprès des prud'hommes avec une amende qui est somme toute assez légère. Cette décision est annulée. On nous a beaucoup dit, mais vous voulez que les gens soient réintégrés. Et puis c'est compliqué, et puis c'est après quelques années. La finalité, elle n'est pas là. La finalité de notre position, c'est de dire l'employeur doit être responsable. Et le seul garant de cette responsabilité dans la gestion du personnel, mais au-delà de la gestion du personnel, c'est aussi la gestion des services publics à la population, un service public aussi de qualité et donc une gestion responsable du personnel, c'est ce garde-fou qui dit on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit respecter les principes de droit administratif, on doit gérer le personnel tout au long de l'année, entendre aussi les besoins de chaque membre du personnel. Donc c'est ça la volonté qu'il y a derrière et je pense que c'est important tant pour le personnel en place que pour la totalité de la population lyonnaise qui bénéficie des services publics. Donc ça, c'est le point de vue que représente le SSP. Du côté de la municipalité, nous avons donné également la parole à Vincent Hacker, municipal en charge du dossier. Le service des ressources humaines a déposé un projet en municipalité après discussion avec la commission du personnel. Il nous détaille la situation actuelle. Maintenant, ce qu'il en est, c'est que la municipalité va travailler sur le projet pour définir les différents axes, définir aussi, parce qu'aucune décision n'a été prise sur la forme juridique du document. Et on s'est engagé auprès du personnel, respectivement de la commission du personnel, de leur soumettre notre projet d'ici la fin janvier. Et dans l'objectif de pouvoir ouvrir un volet de négociation qui durerait entre avril et juin, en gros. Autrement dit, la question du statut ou du règlement n'est toujours pas réglée. Laetitia Pizzolato, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous soyez confiante dans le cadre de ces négociations? Alors, ce qui me rend en premier lieu confiante et ce qui rend le SSP confiant, c'est tout d'abord le vote. Je pense que le vote était extrêmement clair sur cette volonté de demander au SSP d'accompagner le personnel. Maintenant, dans l'échange qu'on a eu, finalement, comme syndicat, on n'a pas de crainte ou de difficulté à entrer dans des négociations, y compris des négociations qui peuvent être dures. On est là pour ça, on a de l'expérience dans la négociation.
ce qu'on veut garantir, c'est vraiment le dispositif et cette structure. Si on s'entend sur le fait qu'autour de la table, on a des partenaires qui sont légitimes à négocier et que le cadre qui aurait été posé à cette négociation sera cette fois-ci respecté, on aboutira à un texte qui, je l'espère, sera plébiscité tant par l'employeur que par les employés surtout. Merci Laetitia Pizzolato. Suite du dossier, donc vous l'aurez compris, d'ici la fin janvier. Le site de l'espace est prêt à faire peau neuve depuis 18 ans. L'ancienne friche industrielle de l'usine Stellram est occupée par de nombreux acteurs sociaux ou culturels. La Fondation va mettre à l'enquête publique la première partie des travaux pour commencer le chantier début printemps 2020. Dans l'avenir, dans cette... On a déposé au service d'urbanisme le dossier de mise en enquête pour les 2 premiers chantiers qu'on va lancer. On attend maintenant qu'il y ait la publication et puis qu'on ait les 30 jours de mise en enquête et la réponse à voir s'il y a des oppositions ou pas. Alors, on est assez confiant puisque quand il y a 2 ans maintenant, on a fait le plan de quartier. Le plan de quartier a passé sans aucune opposition. Donc, comme les constructions qu'on a prévues, c'est par le bureau qui a gagné le MEP, le mandat d'études parallèles, qui est un bureau qui est sur le site et qui respecte tout le règlement du plan de quartier, mais sur les règlements communaux et cantonaux. Donc justement, les plans de l'architecte Sonvar sont ici. On va un petit peu les étudier ensemble. Les 2 prochains bâtiments à venir, c'est notamment un bâtiment ici à reconstruire et puis une tourelle. Voilà. Alors, si on commence par celui-là, c'est un bâtiment qui est protégé. Donc, on va laisser le rez inférieur, rez supérieur, et puis on construit par-dessus 2 étages supplémentaires avec cette partie-là, terrasse sur le toit actuel. Projet restera toujours dans ces locaux, dans les 2 étages qu'ils occupent actuellement. Mais par contre, on va démolir cette partie-là où il y a l'administration actuellement, et puis on démolira aussi ces 2 parties de bâtiments qu'ils occupent. Le projet va avoir l'administration ici, mais il y aura aussi 5 appartements qui seront créés dans les étages supérieurs ici. Deuxième projet, la tourelle. La tourelle, alors le dernier étage tout en haut va être démoli et tout l'intérieur va être vidé. Et on reconstruit ça avec 3 étages en bas pour Caritas, ensuite un étage d'atelier, et puis un étage avec 2 appartements, et puis un étage avec mezzanine en haut pour 2 appartements. On entend beaucoup parler d'appartements. Qu'est-ce qui reste pour les artistes ? Alors, c'est des locaux qui ont très peu d'artistes déjà actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on fait un étage pour les artistes. C'est ceux qui sont actuellement dans ce bâtiment qui vont pouvoir revenir après les travaux. Parce que tout ce qui est dédié pour les arts et de la culture, il y a les 2 grands bâtiments ici, les anciens qui existent, qui vont rester. Et après, il y aura la création ici, la grande maison des arts et de la culture qui est prévue alors justement pour tout ce qui est les ateliers, ce qui est pour tous les artistes. Au total, pour la Fondation Espace, ce seront 5 chantiers différents, un projet à 30-40 millions, 6 millions pour ces 2 bâtiments-là. Quel sera le financement ? Alors, le financement, une partie, ce sera des crédits, puis une partie, ce sera un financement qu'on va devoir trouver au niveau privé. Donc, ça, ce sera surtout pour les bâtiments qui vont venir. Pour les 2 bâtiments maintenant, ce sera sous forme de crédit. Mais après, pour les arts et de la culture, on sera obligé de construire quand on aura le financement, mais en partie en financement privé. La ville de Nyon décerne chaque année depuis 2010 le prix du développement durable, un concours qui récompense les réalisations qui contribuent à trouver un équilibre durable entre les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. Explication en images. Lancé en 2010, le prix du développement durable 2019 est à sa 10e édition. Il a pour vocation de mettre en valeur les initiatives nyonnaises de durabilité et surtout encourager d'autres à s'en inspirer. Ce prix distingue un particulier ou une structure à but non lucratif ou de lucrativité limitée, le lauréat touchant 10 000 francs.
l'impact du prix pour le triathlon de Nyon a avant tout été une plus grande reconnaissance des membres de l'organisation du triathlon de Nyon sur l'importance du développement durable, non seulement pour nous à l'interne, mais aussi pour nos partenaires externes. Et je dirais qu'il y a aussi bien sûr eu une plus grande reconnaissance de nos partenaires externes justement sur ce sujet-là. On a été vraiment valorisé, de sentir que la ville nous faisait confiance dans nos choix et dans nos engagements, c'était une belle chose. Et aussi un joli coup de projecteur sur notre activité qui commençait. On est en train d'établir une charte de développement durable qui sera signée par tous les membres du comité d'organisation. Mais on est aussi en train d'établir une charte de développement durable pour nos partenaires externes. Finalement, on est aussi en train de faire de plus en plus d'efforts au niveau de l'économie circulaire. Et on a bien d'autres projets à ce niveau-là qui vont venir en 2020. L'évolution de la roulotte depuis 10 ans, c'est surtout dans nos choix de produits, d'où ils viennent, le mode de production. On essaye de vraiment inciter nos producteurs, nos fournisseurs à nous amener les aliments dans des contenants réutilisables et non plus jetables. Et aussi qu'on travaille avec Recycle pour vraiment inciter très activement nos clients à venir avec leurs propres contenants et non plus du carton ou du plastique à mono-usage. Pour sa 10e édition, le prix du développement durable de la ville de Nyon récompense dans la catégorie réalisation de projets l'association Suite Rebels qui reçoit un prix de 10 000 francs et dans la catégorie entreprise, le collège Champitay qui reçoit une distinction honorifique. On en parle avec nos deux invités. Gaëlle Kaim, délégué au développement durable pour la ville de Nyon. À vos côtés, Yves Portenier, directeur de création pour l'association Suite Rebels. Bonjour, bienvenue à vous deux. Merci d'être avec nous. Parlons justement de cette cuvée 2019. Gaëlle Kaim, en quelques mots, comment est-ce que vous la décrivez ? Alors, c'était la 10e édition du prix, donc spécialement symbolique pour nous d'avoir réussi à mener 10 fois ce prix du développement durable, avec chaque année finalement des candidatures très bonnes qui prouvent que le terreau nyonnais est très actif dans ces questions de durabilité. Et cette année, donc, des projets qui finalement permettent d'illustrer aussi les objectifs du développement durable des Nations Unies, avec un projet qui est plutôt sur l'économie sociale et solidaire, l'intégration, et un autre projet plutôt sur la sensibilisation à la biodiversité. Donc des projets très différents, mais qui répondent finalement aux mêmes objectifs finaux. Aujourd'hui, parce qu'on s'intéresse enfin un peu plus à l'environnement et parce qu'il y a finalement cette vague écolo, est-ce que vous avez eu plus de candidatures ? Je pense qu'on a eu à peu près la même moyenne de candidatures que les années précédentes. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un engouement spécifique cette année. Suite Rebels qui est avec nous justement. Félicitations déjà. Merci. Merci. Un prix qui récompense votre projet. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots justement ? Oui, bien sûr. Suite Rebels, en fait, est un studio donc, de création visuelle, clairement, qui a deux moteurs. Un moteur, bien sûr, qui est de responsabilité sociale. C'est le premier moteur sur lequel, surtout, on a été reconnu et primé. Donc, qui est une volonté d'inclure des personnes que nous faisons, d'inclure des personnes en situation de handicap mental dans un studio de création graphique. Donc, qui est totalement atypique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se nomme, un studio atypique de création. Et l'autre aspect, il y a quand même un moteur artistique. Puisque c'est notre métier, on n'est pas des gens du monde social, c'est là où l'inclusion aussi prend son sens, c'est quand elle se passe dans un terreau qui n'est pas un terreau naturel pour des personnes en situation de handicap, mais qui est un terreau naturel pour tout le monde, donc l'inclusion. Et sur ce plan artistique, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans la veine de l'art brut, si ça parle à certaines personnes, qui est une expression artistique très, très spontanée, sans formation, non académique, et qui a une valeur très forte. Et l'aspect écologique dans tout ça ? Alors nous, on est
clairement, on s'inscrit dans ce prix clairement sur, comme disait Gaël, effectivement, sur l'aspect durable en termes économie et sociétal. En tant que bureau de création graphique, l'aspect économique, environnemental, pardon. Est-ce que du coup ça vous a titillé l'esprit justement d'en faire quelque chose à l'avenir parce que vous avez reçu ce prix de manière plus générale? Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur le plan environnemental, on fait déjà ce qu'on peut à notre niveau, mais on a très très peu de leviers. On fait de la création graphique, donc bien sûr qu'on va faire attention à tout ce qui est consommation d'énergie, recyclage, etc. Mais on n'est pas un acteur de production voilà, de matériaux ou d'énergie qui peut avoir un vrai impact. Certains diront que chaque petit geste compte. Pourtant, ce qui est intéressant dans votre cas, j'ai envie de dire, c'est que déjà l'année dernière, vous faisiez partie des 2 finalistes. Donc cette année, finalement, qu'est-ce qui a fait la différence avec eux, Gaël Keim? Alors, en fait, d'une édition à l'autre, on peut retrouver des finalistes qui sont ensuite lauréats. Ça dépend des candidatures qu'on reçoit et qui sont mises finalement face à face. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'évolution du projet et sa pérennité dans le temps qui nous permet de dire que le projet est véritablement durable. Et puis, entre-temps, cette année, avec Sweet Rebels, on a pu aussi collaborer durant la semaine des découvertes. Toute l'équipe de Sweet Rebels a créé du contenu pour illustrer ce que sont les objectifs du développement durable des Nations Unies. Et puis, ils sont vraiment impliqués dans cette thématique. Donc, ça a semblé significatif aussi de les primer cette année pour le chemin qu'ils avaient aussi accompli depuis. Et on entendait tout à l'heure Yves dire qu'il n'avait pas beaucoup de levier finalement sur tous ces aspects environnementaux. Mardi, la municipalité a annoncé de manière officielle l'initiative Nyon s'engage, l'objectif de prioriser la mise en œuvre de mesures clés afin de viser un réel impact sur le bilan carbone. Donc finalement, on peut prendre exemple sur les lauréats et sur certaines entreprises. Comment faire pour avoir finalement un certain levier, comme nous disait tout à l'heure Yves? Alors, c'est vrai que chaque acteur du territoire compte dans finalement cette question de l'urgence climatique et chacun a la marge de manœuvre qui lui est propre. Donc à travers ce prix, on essaye de mettre en valeur ces acteurs qui, à leur échelle, font ce qu'ils peuvent pour aller plus loin dans l'atteinte des objectifs contre le réchauffement climatique. Et puis tout l'intérêt de cette initiative Nyon s'engage, c'est justement de faire un état des lieux de nos forces et faiblesses pour finalement mettre davantage d'efforts et de moyens pour concrétiser des actions fortes pour l'urgence climatique. Yves Portenier, outre l'aspect financier, pourquoi il est important pour vous ce prix? Sur l'aspect financier, justement. Pardon. Pas de souci. Non, je pense que ce qui est surtout important dans ce prix-là, c'est effectivement une reconnaissance, une validation que ce projet, le chemin qu'on a pris, qui n'est pas un chemin facile, clairement, c'est une validation comme quoi le chemin est juste et c'est une motivation à continuer et à développer plus encore ce projet avec plus de facettes, plus d'aspects. Voilà, ce sera un peu la musique d'avenir à découvrir. Et qu'on se réjouit de découvrir avec vous justement. Gaël Keim, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire finalement que chaque petit geste compte ou non, qu'aujourd'hui il faut faire plus parce qu'il y a urgence climatique? Absolument, tous les gestes comptent, mais après il y a effectivement aussi à différents niveaux des choses qui doivent se mettre en place et à la fois au niveau fédéral, cantonal et communal, chacun peut, avec ses leviers d'action, faire en sorte d'agir le plus rapidement possible. La suite pour le prix du développement durable, qu'est-ce qui lancera après ces 10 années, 10 autres années encore à venir, j'imagine? C'est des discussions qu'on doit avoir à l'interne, mais le prix va certainement continuer au vu finalement de toutes les candidatures qu'on reçoit chaque année et finalement de ces projets qui évoluent et qu'on souhaite continuer à primer dans un esprit de valorisation, un esprit aussi pédagogique pour que d'autres s'en inspirent. Donc certainement qu'il va être reproduit les prochaines années. Gaël Keim, Yves Portenier, merci d'avoir été avec nous. Bonne suite à vous. Merci. Prangin met toute son énergie pour le climat. Mardi soir, au cours d'une soirée publique dédiée à l'environnement, les autorités se sont vues remettre officiellement le prix Label Cité de l'énergie par l'association du même nom, une distinction déjà acquise en 2015 et renouvelée pour les 4 prochaines années.
c'est la recertification de la commune pour le label Cité de l'énergie. C'est un label qui est décerné aux communes qui s'engagent particulièrement sur les enjeux de l'énergie. Et pour avoir ce label, il faut répondre à un catalogue de critères. Lesquels? Alors les critères sont fixés par l'association. Il y a aujourd'hui environ 450 communes labellisées Cité de l'énergie. On doit être certifié tous les 4 ans. Et il faut faire au moins 50% de tous les points possibles. Et Prangin a obtenu les 2/3 de ces points, donc c'est un très beau succès. Prangin, bon élève ou pas? On peut voir toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Le simple fait que Prangin a une démarche, c'est bien. Mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas, on n'arrivera pas encore. La démarche actuelle ne suffit pas pour être durable, mais elle est sur la voie de la durabilité. La politique climatique de Prangin vise essentiellement à diminuer sur le territoire communal les émissions de CO2 et également à favoriser la biodiversité. Et ça dans le domaine du bâti, les bâtiments communaux par exemple, dans le domaine de la mobilité, toute une série de mesures que nous pouvons prendre pour favoriser la mobilité douce, les transports publics, etc. Mais nous avons aussi des mesures qui sont déployées pour inciter les citoyens pranginois à prendre des mesures en faveur du climat. C'était d'ailleurs le message qu'on retient de la conférence de ce soir, chaque petit geste compte. Absolument, et c'était un petit peu l'idée effectivement d'aider les citoyens dans leur démarche en faveur du climat. Nous avons vu ce soir qu'il y avait énormément de personnes qui étaient là, donc nous sommes ravis du succès. Et ça veut dire qu'il y a un véritable intérêt, une véritable volonté aussi de beaucoup de citoyens pranginois de nous accompagner dans ce programme que nous avons appelé Agir ensemble pour le climat. Est-ce que c'est pas finalement une politique opportuniste, puisqu'on sait qu'aujourd'hui finalement la vague, c'est le trend, c'est la vague écolo? Oui, on pourrait l'imaginer comme ça, mais la commune de Prangin est engagée de longue date dans cette démarche. C'est en 2011 que nous avons commencé cette démarche Cité de l'énergie, avec des objectifs qui ont, pour un certain nombre, ont été atteints depuis. Et puis, tous les 4 ans, c'est réévalué. Et là, c'est l'occasion de fêter ce soir le fait que on nous a décerné la relabellisation Cité de l'énergie. Donc, ces efforts, ils sont déployés de longue date, simplement maintenant, et face à l'urgence climatique, la municipalité de Prangin a décidé de mettre les bouchées doubles. La commune a vraiment fait la démonstration de sa capacité et de sa volonté de fédérer les énergies humaines, de mobiliser autour de cet objectif énergétique et climatique. Et là, elle a fait venir un expert qui a expliqué d'où venaient les différentes émissions de CO2 qui sont vraiment beaucoup trop importantes en Suisse, et aussi par rapport à ce que nous importons d'ailleurs et que nous consommons en Suisse. Et je crois que ça a vraiment permis à la population de se dire que chaque geste compte. J'ai parlé de l'alimentation, de la mobilité et du logement. On peut décider de choisir de temps en temps des produits qui ont émis moins de CO2 pour le repas. On peut de temps en temps prendre le train au lieu de la voiture, ou on peut de temps en temps décider de baisser par exemple la température de chauffage de sa maison. Ce sont tous des gestes qui chaque jour contribuent à réduire les émissions de CO2. On a l'impression que c'est sans arrêt les mêmes exemples qui reviennent. Donc pourquoi est-ce qu'on reprend ces exemples-là alors qu'on parle d'urgence climatique ? Ces exemples qu'on cite souvent, comme l'avion, comme le chauffage ou comme la consommation de viande excessive, sont des choses très importantes à rappeler aux gens, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Une fois que les personnes ont fait des efforts sur ces postes-là, elles peuvent commencer à regarder les autres postes pour continuer à réduire leur impact environnemental. Tous les gestes qu'on fait maintenant pour réduire l'empreinte carbone, ce n'est que dans 20, 50, 100 ans qu'on verra les bénéfices. Donc là, on travaille vraiment pour les générations futures. Et on ouvre à présent une page de sport. Le plein d'activités avec l'association Surfbike. On accueille Arnaud Durand. Vous êtes le président de l'association depuis 2014. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On découvre donc le vélo sur l'eau, le Surfbike. En quelques mots, comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, c'est un vélo sur l'eau avec un guidon et un pédalier. Donc on pédale en fait sur l'eau et dessous il y a une hélice et un guidon. Enfin un gouvernail dessous pour la direction. Au début c'est assez casse-gueule, mais après on s'y plaît. Donc vaut mieux essayer en été, comme ça au moins on tombe dans l'eau et on se fait pas mal et puis c'est sympa. Et après une fois qu'on est parti, on peut aller n'importe où et au rythme qu'on veut. Comment est-ce que vous êtes parti justement à vélo sur ce Surfbike? Comment est-ce que tout a commencé? Alors c'est parti de ma cousine qui avait deux planches au bord du lac et du coup elle me les a données parce qu'il déménageait.
Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais on a ça, on ne fait pas grand-chose. Donc il y avait les copains à chaque fois qui venaient, et puis ils m'ont dit, mais il faut faire quelque chose. Et puis je me suis dit, oui, mais on peut juste profiter. On vous voit là sur l'eau, justement. Ouais, c'était à Prangin, exactement. Pour la petite histoire, j'étais à l'intérieur des bouées, ce qui n'est pas très légal, mais c'était pour une facilité pour le drone, pour les images, parce qu'il y avait un peu de vent. Donc voilà, mais sinon on essaye au maximum évidemment de respecter les règles, mais là c'était un peu spécial. Évidemment, pour le cinéma, pour la belle prise de vue. Voilà. L'association Surfbike, c'est aussi toute une série d'activités nautiques, comme on vient de voir à l'image, mais j'aimerais rester encore sur le Surfbike qui est sorti en 1995 au Canada. Aujourd'hui, les versions de Surfbike, elles sont plus produites, donc c'est-à-dire qu'il faut en prendre soin de ces objets. Oui, exactement. On en a très peu. Il y en a 5000 dans le monde. Il y en a encore quelques-unes qui fonctionnent, enfin beaucoup qui fonctionnent. En Europe, il y a encore une dizaine de sites qui le proposent toujours en location. Et notre but là, de l'association, c'est aussi de la pérennisation. On a aussi du matériel en stock et régulièrement, on va les voir donc, le plus souvent possible en train. Quand ce n'est pas possible, comme quand c'est sur une île, malheureusement, il faut prendre l'avion et du coup, l'impact carbone, il n'est pas très bon. Mais là, on a pris l'avion une fois dans l'année, donc ça va. Mais donc éco-responsable. Au maximum, mais il y a des limites comme à tout et il faut aussi, on se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Le partenaire il nous a dit oui, mais moi j'ai besoin de matériel, j'ai une 30aine de planches, je relance mon activité, vous êtes le seul, qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire désolé, on ne peut pas prendre l'avion, donc débrouillez-vous, passez à autre chose. Non, on s'est dit on a du matériel, lui là il y a un problème, on apporte la solution. Puis en même temps, on a pu aussi faire 2-3 tests sur place, améliorer 2-3 trucs sur place aussi. Puis là, c'est aussi un conseil sur place et pas que de la vente ou comme ça. Donc on apporte aussi un suivi. Et là, c'est un suivi sur 5 ans. Un suivi qui sera également vu du côté local. Et je vous propose de retourner sur l'eau puisque vous vous étiez donné l'objectif de faire le tour des lacs suisses d'ici 2024. Où est-ce que vous en êtes? Alors actuellement, j'ai fait 6 lacs, donc les 6 lacs Romont plus celui de Bienne. J'ai dû un petit peu freiner parce que l'association a... Au début, je pensais que l'association allait rester à un stade standard, stable. Et là, l'association, ces 3 dernières années, on a fait qu'augmenter un peu. On est sollicité un peu partout, à un point que peut-être prochainement, l'année prochaine, on pourra normalement, si tout va bien, ouvrir notre propre base nautique, multisport. Là, cette semaine, on a reçu l'accord de principe du canton et de la municipalité. Donc, on est au tout début du projet, ça fait plus de 10 ans que je suis dessus personnellement, donc c'est très très long, mais c'est de la politique, donc ça ne nous fait pas peur et justement on va continuer et avec la municipalité. Qu'est-ce qui est dur à faire changer finalement? C'est les mentalités parce que ce n'est pas encore un sport connu, reconnu. Qu'est-ce qui est difficile à faire changer? Déjà, on a pas mal de choses qui sont différentes, qui sortent du standard. Et actuellement, c'est les bases nautiques, c'est les pédalos, les paddles, 2-3 activités autour. On fait de la location et puis terminé. Nous, ce qu'on veut, c'est d'amener un maximum d'objets nautiques différents, sécuritaires et avec toute l'explication, d'expliquer. Et aussi tout ce qui est dans la version handicap. La plupart des bases nautiques de la région, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Il y en a très très peu qui sont réellement équipés pour les personnes en situation de handicap. Donc nous, ça nous pose aussi un problème. Donc on a dû réadapter nos statuts pour aussi faire un volet handicap parce qu'il y a quelque chose à faire et si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand. Donc le but aussi, c'est ça. Et plusieurs activités qui sont proposées, je le dis encore une fois, surf-bike, yoga, kayak, le mayak polo, on voit là des images de paddle. Aujourd'hui, l'association, elle vit de toutes ces activités. Oui, exactement. Et puis le mayak polo et le surf-bike, c'est le même inventeur, Pierre-Louis Parent du Canada, avec qui nous on s'est associés. Ouais, on a l'impression que c'est des noms très compliqués, mais en gros, ce qu'on va comprendre, c'est que c'est du sport pour flemmards, c'est ça ou pas vraiment? Pas tellement, parce que le vélo sur l'eau, il faut quand même pédaler, et puis on peut quand même faire des bonnes distances. On va en 10-12 km/h, donc c'est pas rien, c'est quand même plus rapide que le paddle. C'est pas les mêmes efforts non plus. Et puis le mayak, yoga kayak, en fait c'est la même chose, donc on l'a réduit. C'est mayak. C'est un kayak en fait c'est un kayak, mais on est à genoux ou on rame. Et le mayak polo, c'est la version en fait c'est le basket mais sur l'eau où il y a aussi l'esprit d'équipe. Que par exemple dans le paddle, souvent vous partez tout seul, vous faites les compétitions, mais l'objectif, la plupart, c'est de gagner ou d'être sur le podium. Nous, la compétition entre guillemets, on s'en fiche, on veut pas être sur le podium. Si on peut, tant mieux. Mais l'objectif, c'est vraiment l'esprit d'équipe.
C'est aussi pour les enfants et le Mayak Polo et le Sub Polo rentrent dans cette dynamique un peu sportive pour les enfants, pour les adultes, et de famille. partage justement à la maison, l'occasion de faire votre choix avec l'association Surf Bike. Est-ce que vous avez peut-être des compétitions ou des dates importantes à nous communiquer pour la suite de l'association? Alors l'année 2020 va être explosive et parce qu'on a pas mal de sollicitations aussi avec nos partenaires et sponsors qui évidemment nous disent bah, c'est le moment, il faut y aller. On est là, bah oui, mais on ne peut pas être partout. Donc là maintenant c'est moi qui vais reprendre ce volet-là compétition. Et normalement les premières compétitions vont commencer début janvier. Donc ça sera glagla, mais ça sera chouette. Glagla sur l'eau, sur la glace, presque on a envie de dire. Arnaud Durand, merci d'avoir été avec nous. On se réjouit de suivre l'association Surf Bike. Quant à vous, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement sur Nyon Région Télévision. Bonne suite de programme.